L'argent fait-il le bonheur des Français? Réponse avec Claudia Sénic, professeure à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Vous publiez avec Daniel Cohen Les Français et l'argent chez Albin Michel. Ça fait plus de 30 ans que les Français broient du noir. Et c'est vrai que s'ils sont, quand on leur pose la question, ils sont heureux dans leur vie personnelle, mais on constate implacablement une forme de déprime collective. Est-ce qu'on se dit que c'est, vu le temps que ça dure maintenant, est-ce qu'on se dit que c'est irréversible désormais ou est-ce qu'on peut inverser cette courbe de la morosité? Est-ce que cette crise sanitaire peut jouer un rôle d'électrochoc ou pas? C'est vrai que les Français se montrent ou se disent moins heureux que ce qu'ils devraient, que ce qu'on attendrait étant donné leurs conditions de vie matérielles, leur niveau de revenu, le développement des services publics, etc. Et ça fait effectivement un certain temps qu'on a mis au jour ce fait assez intrigant. Mais je ne crois pas que ce soit une fatalité parce qu'en même temps, quand on suit l'évolution du bonheur déclaré par les Français ou de la satisfaction dans la vie qu'ils déclarent eux-mêmes dans des enquêtes qui sont répétées, comme nous le faisons par exemple à l'Observatoire du bien-être, donc avec une enquête trimestrielle, on voit très bien que ce ressenti des Français vraiment fluctue au gré de la vie du pays, les dimensions politiques et les dimensions économiques. Et dans cette crise, comment évolue, Claudia Sénic, dans cette crise justement, le moral des Français, leur propension au bonheur? Avec cette crise, on voit très clairement, si vous regardez sur le tableau de bord de l'Observatoire, satisfaction dans la vie, par exemple, la chute au moment du début de la pandémie, le premier confinement. Ensuite, l'extraordinaire rebond de la satisfaction dans la vie, de l'optimisme à la fois pour les domaines de la vie personnelle, mais aussi économique. Et puis ensuite, de nouveau, la chute très profonde au moment du deuxième confinement et qui a vraiment trait à la dimension de la vie qui concerne les relations sociales et interpersonnelles plus qu'à l'économie. C'est parce qu'on peut mesurer ces différentes dimensions et on voit ce qui joue particulièrement dans la composition globale que les Français se forment de leur idée de leur vie. Mais à niveau de vie équivalent par rapport à nos voisins européens, on subit la même pandémie. Et comment expliquer qu'on soit moins heureux alors qu'on a à peu près le même niveau de vie et qu'on vit à peu près la même crise? Alors, on n'est pas particulièrement moins heureux de la pandémie. Ça, je ne pense pas que la réaction à la pandémie soit particulièrement vive et négative en France par rapport à d'autres pays. C'est juste une tendance de fond qui est que les Français sont toujours un peu en retrait par rapport à ce que diraient ou ce que ressentiraient des gens, des habitants de pays équivalents, par exemple de Belgique ou de Finlande, qui, eux, avec les mêmes circonstances de vie objectives, se sentiraient beaucoup plus heureux. Donc là, et ça, comment on l'explique? Parce que c'est pas une bizarrerie quand même, ça, non? C'est une spécificité française? C'est une spécificité française. Il y a plusieurs pistes d'explication. L'une, c'est le niveau d'exigence. C'est que les Français sont très exigeants, ils ont un esprit critique et ils ont à l'horizon un modèle peut-être plus parfait ou plus utopique que d'autres. Et donc, à l'aune de ce modèle et de ce niveau d'exigence, la réalité leur paraît moins satisfaisante. Dans la même ligne d'interprétation, il y a le fait que cette aune de comparaison, elle est particulièrement marquée par l'idée du passé de la France et de la grandeur de la France, à différentes époques d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de moments forts de la grandeur de la France. Et donc, par rapport à ça, peut-être c'est un sentiment de perte de son modèle, qu'on s'éloignerait du modèle français dont on rêve, auquel on est attaché. Et c'est quoi, pardon, Claudia Sénic, c'est quoi le modèle social français auquel on est attaché? Parce que c'est indirectement, ça prouve, ça montre peut-être que les Français ont le sentiment que l'État se désengage de ses principales missions, alors que son poids économique reste toujours très important. Il y a pas, quand on voit les chiffres, il n'y a pas de désengagement de l'État au niveau macroéconomique. Alors, bon, on peut remonter avec les données assez loin maintenant. Un historien, Rémi Pavine, montre qu'on peut situer le décrochage du bonheur des Français par rapport aux autres à la fin des années 70, ce qui suggérerait que le modèle que l'on regrette et dont on s'éloigne, c'est celui d'un État-providence très fort et très incluant. Alors, ça montrerait que notre idée, c'est que les Français sont particulièrement attachés à l'État et en attendent beaucoup,
Et quand, à cause de la mondialisation et des changements technologiques, la taille des phénomènes qui les affectent dépasse l'échelle des États, l'échelle des nations, à ce moment-là, l'État ne peut plus les protéger complètement contre ces Oui, phénomènes. mais Claudia Sénic, dans cette crise, l'État a montré, justement, dans cette crise, l'État a montré qu'il était là. Pardon, mais l'État, vous le savez, a payé les factures, les salaires, il y a le chômage partiel, les aides aux entreprises, des centaines de milliards d'aides dépensées. On a évité, quelque part, le chômage de masse, les faillites personnelles d'entreprises. Ça devrait rassurer les Français, justement, sur la capacité de réassurance de l'État. Exactement. En fait, l'État, en France, mais aussi dans les autres pays de l'Union européenne et même aux États-Unis, a vraiment soutenu l'activité à bout de bras, les revenus d'activité, même si l'activité elle-même était en berne. Et l'Europe, à l'échelle européenne, a montré que la Banque centrale, par exemple, était capable de financer ces dépenses des États pour ne pas sombrer dans la crise et essayer de traverser cette crise. Donc, vous avez raison. C'est peut-être pour ça qu'on voit dans la dernière enquête, vous savez, le baromètre de la confiance du Cevipof, on voit un rebond de la confiance déclarée par les gens qui sont enquêtés dans les institutions françaises, ce qui est tout à fait exceptionnel. Normalement, on appelle parfois ce baromètre le baromètre de la défiance en ce qui concerne les Français. Donc, effectivement, l'État, ça pourrait redonner confiance aux Français dans l'État et redorer un peu le blason de l'Europe. Oui, de l'Europe, parce qu'encore une fois, si l'État a payé les factures, il fallait bien qu'il y ait de l'argent, et c'est l'argent de la BCE. Voilà. D'un autre côté, évidemment, cette pandémie, comme son nom l'indique, c'est une épidémie mondiale, et ça incarne un peu de manière emblématique les dangers que l'interdépendance de la France par rapport au reste du monde fait peser sur chacun, et le fait qu'on ne peut pas surmonter ces problèmes de manière locale. Donc, c'est à double tranchant, en fait. Est-ce que les Français, j'en reviens au livre, Les Français et l'argent, chez Albin Michel, est-ce que les Français ont toujours un rapport compliqué à l'argent? C'est une vérité intangible, ça? Mais c'est assez étonnant, dans ce chapitre sur les Français, le bonheur et l'argent, qu'on a écrit avec Yann Algan et Elisabeth Besselet, on découvre que la France, qui se pense être un pays où la culture, la dimension symbolique de l'existence, les statuts, etc., ont plus d'importance que la vie matérielle qui, elle, est mesurée par l'argent, la France se découvre, en fait, particulièrement dépendante du revenu. C'est-à-dire que dans l'équation de satisfaction dans la vie, dans tout ce qui pèse dans la jeunesse de la satisfaction dans la vie, on découvre que le revenu pèse plus lourd en France que dans les autres pays. Donc là encore, c'est peut-être parce que les Français, sentant que l'État ne peut plus complètement les protéger et qu'on n'est plus complètement dans un modèle français de solidarité et de protection, eh ben, il faut désormais plus compter sur ses propres ressources. Et à ce moment-là, c'est une sorte de matelas de sécurité monétaire. Le bonheur, pardon, je vais vous paraphraser, mais le bonheur individuel des Français est très dépendant de l'argent dans l'absolu ou en relatif par rapport aux autres pays européens? Ah ben les deux, toujours les deux. En fait, ça c'est vraiment presque le sujet de ce champ de recherche sur le bien-être subjectif, c'est de se demander comment l'argent compte dans le bonheur. Déjà, est-ce qu'il compte? Réponse est oui. Mais après, est-ce que c'est l'absolu ou le relatif? Est-ce que ce qui compte, c'est ce que je gagne et mon niveau de vie, ou la comparaison par rapport à un groupe de référence qui est pertinent pour moi? Et la réponse, c'est que les deux comptent beaucoup. Comment vous mesurez ça? Pas spécialement en France, plus qu'ailleurs d'ailleurs, le relatif, les comparaisons, etc. Ça compte énormément. On se compare toujours à son voisin, évidemment. Mais comment est-ce qu'on le mesure, ça? Comment vous faites pour mesurer tout ça, de manière statistique? Alors, il y a plein de manières. La première chose, je veux dire, on regarde d'un côté le bonheur que déclarent les Français et d'un autre côté tout ce qu'on peut mesurer et qui est lié. Donc, on peut par exemple mesurer le revenu des gens à qui potentiellement on se compare, ses voisins ou c'est les gens qui font la même profession avec le même niveau d'éducation. Et on regarde si ce niveau étant donné que en neutralisant l'effet de mon propre revenu, est-ce que le revenu de mon groupe de référence a un impact sur ma satisfaction? La réponse est oui. L'impact est souvent négatif, ça montre qu'il y a des comparaisons. On peut aussi, il y a ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire qui se font toutes seules. Par exemple, en Norvège, depuis 2001, les revenus imposables de tous les citoyens sont facilement accessibles et consultables en ligne par tout le monde. Quand ça s'est fait, quand ça a été mis en ligne, ça a créé un énorme choc de comparaison et ça a fait baisser le bonheur de ceux qui étaient les plus pauvres. C'est QFD. Heureusement, cette base-là n'existe pas en France. Donc le français, pardon, Claudia Sénic, il est matérialiste à vous écouter. Je ne suis pas sûr qu'on se voit tous ainsi, mais parce que la richesse personnelle, vous nous dites, est une des clés du bonheur des Français. C'est ça qui ressort.
Ah, ça ne veut pas dire qu'on est uniquement matérialiste, ça veut simplement... On l'est plus qu'on l'imagine. Plus qu'on imagine, ouais. Et en France, on peut dire que plus on est riche, plus on pense être plus heureux que les autres ou plus heureux. Oui, c'est ça. En fait, dans cette enquête dont je vous parle, trimestrielle, qu'on conduit à l'Observatoire du bien-être avec l'INSEE, on a introduit cette question. On a 20 questions tous les trimestres. Et l'une, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes plus heureux que vos concitoyens ou pas? Et effectivement, alors d'abord, la plupart des gens, enfin 60% des gens pensent qu'ils sont plus heureux que les autres, ce qui n'est pas possible. Enfin, c'est pas très possible. Et effectivement, c'est lié au niveau de revenu de la personne qui répond et de la position de son revenu. Donc, bien sûr, bon, si on a l'impression que souvent que le pays, ça va pas trop bien, l'économie, on est un peu inquiet, mais soi-même, on se débrouille. Après, aujourd'hui, on est plus riche que dans les années 60 ou 70, et pour autant, on n'est pas plus heureux. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans cette enquête, toujours, désolé, je me demandais justement si le pessimisme français était lié à cette nostalgie dont on a parlé juste avant. Et pour le savoir, on a introduit une question qui est si vous aviez pu vivre à une autre période, quelle période auriez-vous choisi? Donc on peut répondre tout ce qu'on veut. Je préfère rester aujourd'hui, ou bien je préfère vivre, connaître l'avenir, ou bien je voudrais vivre dans les années 50 ou 60, 70, 80, 90, ou bien encore dans une période antérieure. Énorme faveur des années 80. Alors, il y a les gens qui avaient 20 ans dans les années 80, mais même tous, même les gens qui ont aujourd'hui 18 ans ou 25 ans, ils ont une image des années 80. Et pourquoi? Oui, en même temps, elles étaient agréables, ces années 80. Internet a commencé en 89. Ouais. Donc, tout le changement technologique, la numérisation, la globalisation, etc., a commencé après. Donc, les années 80, c'était juste avant que tout ça, que cette globalisation interagit avec le changement technique, change le monde. Et donc, c'est peut-être ça, le passé vraiment identifié comme la période, une autre période. C'est assez intéressant. Et c'est particulier à la France. On ne retrouve pas ça ailleurs. Parce qu'il y a une question semblable dans une enquête anglaise de UKGov et qui ne montre pas ça. Et qui montre quoi d'ailleurs? Il n'y a pas tellement de périodes favoris. Bon, les années 80 en Angleterre, ce n'était pas les mêmes qu'en France. Mais vous parliez des revenus, puisqu'on parle des revenus, est-ce que les Français s'estiment être mal payés? Je parle des revenus salariaux. Très mal payés. Oui, ça c'est lié justement dans les explications de l'importance de l'argent. C'est évidemment la question du pouvoir d'achat, donc l'augmentation du prix du logement. Parce que mais ce n'est pas une réalité. Enfin, les revenus des Français ne sont pas inférieurs aux revenus en moyenne évidemment, de nos voisins européens. Donc il n'y a pas de raison de se sentir spécialement mal payé. C'est une spécificité française, là encore? Tout à fait. Dans l'enquête sur les conditions de travail qui est conduite par la DARES et l'INSEE, on voit que les Français se sentent particulièrement mal payés pour le travail qu'ils font. Il y a plus de la moitié des Français qui considèrent qu'ils ne sont pas assez bien payés étant donné ce qu'ils contribuent à l'entreprise. Et du coup, ça entraîne toute une série d'insatisfactions vis-à-vis du travail qu'on mesure dans différentes dimensions. Ce qui fait que... Mais qu'il n'est pas justifié ou qu'il est, d'un point de vue économique? Quand on représente, par exemple, quand on regarde l'insatisfaction vis-à-vis du salaire et le salaire moyen, ça ne colle pas. Maintenant... ça ne colle pas par rapport aux autres pays qui nous entourent. Ça ne colle pas par rapport au salaire. On ne peut pas dire. Et là, comment on explique alors qu'en France, alors qu'on gagne en moyenne un métier équivalent, pareil qu'en Allemagne ou en Italie, peu ou prou, pourquoi il y a ce sentiment d'être mal rémunéré? Ils se sentent mal rémunérés parce que peut-être il y a un hiatus entre leur niveau d'éducation et puis les attentes qu'ils avaient quand ils ont commencé leurs études et puis ce qu'ils peuvent atteindre ensuite. Ensuite, parce que peut-être il y a un sentiment de contribuer beaucoup à l'entreprise et puis l'impression, les Français sont extrêmement attachés au travail. Il y a 70% des Français déclarent que le travail est très important pour eux. C'est beaucoup plus important que dans les autres pays. Alors peut-être justement là encore, on a ce système d'attente très forte et d'investissement. Parce qu'ils sont très impliqués, parce qu'ils sont très productifs, ils attendent en échange peut-être d'en avoir exactement. Plus. C'est exactement ce qu'on voit dans les données. C'est intéressant. Attente très élevée. Et insatisfaction en regard. Je crois que c'est François Hollande qui disait qu'on est riche à partir de 4 000 € par mois de salaire, j'imagine pour un célibataire évidemment. Qu'en pensent les Français, on sait, ou à partir de quel niveau les Français estiment qu'on est riche en matière de salaire et ou de patrimoine? Ce qu'on sait, c'est que quand on pose la question aux gens de combien ils gagnent et combien il leur faudrait pour être à l'aise, typiquement, ils demandent 30% de plus que ce qu'ils ont. Donc, c'est très relatif, en fait. Être riche, c'est pouvoir desserrer un petit peu la contrainte. Les gens s'ajustent à leurs revenus. Et ils rajoutent 30%. En général,
Et si on peut desserrer un peu la contrainte de 20-30%, tout à coup, on est extrêmement à l'aise jusqu'au moment où on s'est adapté, ajusté à son nouveau niveau de vie et on est de nouveau trop serré. Il n'y a pas de réponse absolue. En fait, on sait ce que c'est que la pauvreté. En revanche, la pauvreté, c'est le fait de ne pas pouvoir partager les modes de consommation des autres. Par exemple, si on n'a pas de smartphone aujourd'hui, je pense qu'on a du mal, ou si on n'a pas accès à Internet, on a du mal à se coordonner, à travailler, etc. Donc, là, on est vraiment démunis des outils de la vie commune de la société dans laquelle on vit. Ça, voilà, ça, c'est la pauvreté, c'est assez facile à mesurer. La richesse, c'est déjà subjectif. Ouais. Il y a un autre paradoxe beaucoup plus impalpable. Ouais. Allez-y, pardon. Ah non, allez-y. Il y a un autre paradoxe qu'on retrouve dans le rapport que les Français ont à l'argent, ou en tout cas à leur retraite. Ils sont très inquiets, on le sait, les Français sont très inquiets pour leur retraite. Alors pourtant que les retraites, là encore, françaises sont parmi les plus généreuses. Alors peut-être pas du monde, mais en tout cas assurément en Europe et sûrement dans le monde aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce nouveau paradoxe ? Alors pour les retraités, alors en général, dans les pays de l'OCDE, les retraités sont moins heureux que les actifs à âge égal au sein du groupe des seniors. En France, ce n'est pas le cas. En France, ce sont les seniors qui sont moins heureux que les autres par rapport aux autres pays d'Europe. Les seniors sont relativement moins heureux que dans d'autres pays, retraités ou pas. Et la raison, c'est que le taux d'activité des seniors en France est particulièrement bas. Au-delà de 50 ans, on a un taux vraiment. Et c'est encore pire au-delà de 55. Et c'est encore pire au-delà de 55, etc. Donc en fait, du coup, le passage à la retraite, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à la retraite ? D'une part, on perd du revenu, d'autre part, on gagne du temps, et troisièmement, éventuellement, on perd un peu d'affiliation, de sentiment d'intégration. Donc en moyenne, il se passe pas grand-chose. Les cadres sont moins heureux parce qu'ils perdent du revenu. Si on neutralise l'effet du revenu, il reste plus rien. Les ouvriers sont plus heureux parce qu'ils perdent pas tellement de revenus. Et les gens qui sont vraiment plus heureux, c'est ceux qui passent du chômage à la retraite. Or, en fait, quand on considère une cohorte de gens qui passent à la retraite, il n'y en a que la moitié qui passe de l'emploi à la retraite. L'autre moitié, c'est en grande partie des chômeurs, soit plein temps, soit intermittents, et l'autre partie des gens qui sont déjà en activité pour invalidité, maladie ou autre. Donc, du coup, la retraite en France, c'est ni un gain de bien-être, ni une perte, contrairement à d'autres pays. C'est vraiment plutôt le problème de l'emploi des seniors, encore, le problème en France. Ouais, autre rapport compliqué qu'entretiennent les Français avec l'argent, s'agissant du sport. Dans le bouquin, vous en parlez. C'est vrai que Mbappé ou Neymar gagnent des dizaines de millions d'euros par an de salaire. Ça ne leur pose aucun problème aux Français. Par contre, si on gagne le même argent et qu'on bosse dans la finance, ça ne passe pas. Exactement. Or, les deux domaines que vous avez cités sont les domaines dans lesquels les très, très, très hauts revenus se sont accumulés depuis les années 80. Alors, la raison, il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que, en fait, tout l'argent du sport quasiment va aux joueurs. Parce que les clubs sont en concurrence les uns avec les autres pour attirer les joueurs. Pas sur les transferts, sur les revenus. Les transferts sont pour les clubs. Après, les salaires des joueurs, ce qui est montré dans ce chapitre, que je n'ai pas écrit, mais Luc Arondel et Richard Duhautois, c'est que l'argent arrive dans la poche des joueurs et un petit peu des entraîneurs. Et pas des clubs. Les clubs sont pas riches. Donc, du coup, on a l'impression que ce n'est pas une structure, ce n'est pas l'entreprise, il n'y a pas d'exploitation, ce sont les joueurs eux-mêmes, ceux qui performent. Donc ça, c'est une explication. L'autre, c'est que les joueurs de foot sont des gens qui excellent dans leur agilité, dans leur performance. Et donc, c'est des stars, en quelque sorte, au sens littéral, c'est-à-dire des étoiles, quelque chose qui relève presque d'un demi-dieu. Et donc, du coup, on en a besoin, en fait. Il y a toujours eu les princes et les princesses des contes de fées, la mythologie, les stars d'aujourd'hui. Ça fait rêver et ça structure un peu l'ensemble des possibles. Il faut qu'il y ait du rêve pour accepter ces tombereaux d'euros, de millions d'euros. Juste avant de se quitter, Claudia Sénic, est-ce qu'on peut dire que le Covid, question, je ne sais pas, peut ou pourrait changer le rapport qu'entretiennent les Français avec l'argent ? Le Covid a fait naître pas mal d'utopies sur la manière dont on va vivre dans le monde d'après, avec l'idée qu'il faudrait accorder plus d'attention à d'autres domaines, qu'il faudrait relocaliser, que l'écologie serait primordiale et la recherche, etc. Et puis qu'il faudrait changer, peut-être pas le rapport à l'argent, mais la répartition des revenus et la valorisation des différentes activités de la vie. Évidemment, l'hôpital, la santé, mais tous ces services publics auxquels on s'est rendu compte qu'on tenait énormément, tous ces gens qui sont en première ligne et qui contribuent énormément, donc qui ont une valeur sociale qui est très très forte. Donc c'est peut-être la valorisation, y compris monétaire, des activités qui va être repensée.
Bon, voilà, en attendant, les Français et l'argent, 6 nouvelles questions d'économie contemporaine, sous la direction de Daniel Cohen, l'économiste, et de Claudia Sénic. C'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, Claudia Sénic. Merci beaucoup. Au revoir.